Salut à tous, j'espère que vous allez bien par cette super journée pluvieuse. Je sais pas chez vous, mais alors ici il fait un temps dégueu, pas beau. Donc cet après-midi, ce que je vais faire, je vais changer les moteurs sur la X-Ray. Donc on avait vu un peu l'entretien du petit 2A là, le petit boss. Donc j'ai démonté le FX, le JP là. Je jetterai un petit coup d'œil dedans au cas où. Donc le moteur a été nettoyé, donc on l'a démonté ensemble, vous avez vu. Je l'ai remonté, donc pour la question du remontage, c'est l'inverse du démontage, hein, donc c'est pas très compliqué en soi, on a un peu d'huile partout et puis on remonte, quoi. Alors, on va pas le faire chaque fois, je pense que ça n'a pas trop d'utilité. Donc il est remonté, ça c'est bon. Donc on va remonter l'embrayage. Donc c'est pas un embrayage TT, hein, comme vous voyez, c'est un embrayage piste. Qui n'a pas la même particularité, puisque c'est une masselotte poussée, et non pas des masselottes centrifuges. Alors, oui, alors il y a quand même des masselottes centrifuges, ce genre de masselotte là. Alors, il faut bien faire attention, parce que le moteur, il tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, comme vous le savez. Donc, bien monter la masselotte dans le sens opposé, puisqu'en fait, ce qui se passe, c'est que la masselotte, quand ça centrifuge, voilà, quand ça centrifuge, la masselotte, vulgairement, elle fait ça, elle s'ouvre. Elle va vers l'extérieur, comme ça. Hein, elle s'ouvre. Pas bien, vous voyez, elle s'ouvre. Elle pivote, comme ça. Et en pivotant, comme le bord du plateau est conique, ici, et la masselotte de même, elle est conique aussi. Je vais vous la montrer, c'est pas facile, voilà. Elle est conique aussi. Ce qu'elle fait, elle va avoir tendance à vouloir sortir. Donc forcément, si elle veut sortir, elle va pousser le plateau. Donc vous gourrez pas, parce que j'ai déjà vu. On peut les monter dans l'autre sens, en fait. On peut mettre dans l'autre trou pour celles-là, elles ont deux trous. Hein, donc on peut se gourer de trous. Donc faire attention. Et c'est pas bien, voilà. Hop. Ensuite, on a une masselotte ce qui est monté sur un plateau. Voilà, le plateau. Alors, il n'est pas... Je vais jeter un petit coup de... vite fait. Nettoyer un petit coup. Ouais, il est propre. Voilà. S'il est vraiment trop granuleux, accrocheur, faut peut-être pas hésiter à y passer un petit coup de papier. Bon, je vais pas le faire là parce qu'il est bien lisse. Mais pour enlever éventuellement la saleté. Donc voilà, on monte la masselotte dessus. Ensuite, on a un ressort. Alors, il existe 36 sortes de ressorts. Des longs, des courts, des durs, des mous. C'est selon ce que vous faites. Il y a des gens qui vont préférer un embrayage qui va coller un petit peu plus tard, qui va être un petit peu plus sec, ou un embrayage qui colle un petit peu plus tôt. Bon, après ça, c'est un choix. Hein. Je sais pas vraiment vous dire. Bien vérifier par contre que le ressort soit libre, hein, qu'il tourne correctement, qu'il n'accroche pas. Hein, c'est important parce que, vous voyez, vulgairement, cette pièce, elle va se déplacer comme ça. Et si ça accroche ici, c'est pas bon parce que ça va le bloquer. Ensuite, on a un écrou chapeau qui vient sur le ressort. Voilà, alors, normalement, il y a une cote à respecter. Moi, je le fais un peu au feeling. Une fois que c'est dur, voilà. À peu près, hein. Ouais, je fais à peu près ça au feeling, quoi. De toute façon, on peut, comme dans la cloche, il y a des trous. On peut après passer un outil et puis le régler en live. Mais bon, là, normalement, il est réglé correctement. Après, c'est plus par habitude que par exactitude, on va dire. Ensuite, on a plein de rondelles. Celui-là, j'ai vraiment plein de rondelles. On a un roulement à billes. Enfin, deux pour être précis. Parce qu'il y en a un là, et il y en a encore un. Non, il n'y en a qu'un. Non, il y en a deux. Alors, il y en a un qui est dans la cloche. Alors, des fois, ils sont les deux du même côté. Là, c'est pas le cas.
Donc quand on pose la cloche, il faut pas qu'elle accroche, faut pas vraiment qu'elle accroche la masselotte, hein. Il faut que ça soit libre, comme ça, c'est bien. Il n'y a pas besoin de plus. La butée à billes, bon, elle est encore bien graissée, donc je vais pas y remettre. De toute façon, tout ce qu'on met en trop en graisse, de toute façon, ça finit par sortir. Donc au final, c'est pas la peine d'être une tonne non plus. S'il y en a suffisamment, c'est bien. Et ensuite, on a une brouette de rondelles de calage. Ou pas, hein. Après, ça dépend des embrayages. En fait, ça dépend de cette pièce-là, si elle est courte, si elle est longue. Ça peut varier. Donc on met les rondelles en conséquence. Il faut qu'il reste un tout petit millimètre de jeu. Je vais vous montrer après. Donc on remet les rondelles dessus. C'est pas très compliqué hein, en soi. Le plus chiant c'est le jeu en fait à régler. Parce que s'il n'y a pas assez de jeu, ça va pas. S'il y a trop de jeu, ça va pas non plus. Il faut, je serais assez tenté de dire 8 dixièmes, c'est bien. Voilà. Non, moi ça me plaît. Pareil, hein, ça c'est plus au feeling. Pas besoin de mettre de l'octite ici. Il y en a qui le font, mais c'est plus chiant. De toute façon, moi j'en ai jamais dévissé. Hein, donc, vous voyez, vulgairement, il faut qu'il reste un petit peu de jeu comme ça. On voit pas forcément bien la caméra, mais qu'il reste un petit peu de jeu. Parce qu'il faut pas oublier que tout ce bazar, là, ça va se dilater. Et si il n'y a pas assez de jeu ici, en fait, alors d'une part, ça empêche la masselotte ici de fonctionner correctement. Parce que si c'est trop serré, la poussée, ça va pas être assez, il va pas y avoir assez d'amplitude sur la poussée de la masselotte. Là, ici, on a une cloche allégée, c'est une cloche option. Si elle est pleine, c'est la même chose, hein, ça change pas. Enfin, pas grand chose, on gagne du poids, c'est tout, mais on gagne pas. Voilà, les pignons, il faut qu'ils soient dans un état à peu près correct, c'est bien. Donc, une fois qu'on a fait ça, déjà, on a fait une belle avancée. Là, du Rita carburant. Donc, évidemment, vous avez tout bien serré. Ah, ça va de soi. Moi, je conseille de remettre le pot. Alors, quand vous avez ce genre de ressort là, les grands ressorts là, je conseille de les mettre avant parce que des fois, après, sur la voiture, c'est un peu casse-pied pour aller les accrocher, quoi. C'est pas très pratique. On passe sous le carburateur, ici, voilà. Alors, moi, ce que j'ai fait, il y a longtemps déjà, j'avais fait un tournevis comme ça. Un tournevis crochet. C'est pas mal parce que on prend ici le ressort avec le tournevis et ça évite de se bousiller les doigts pour aller le mettre dans le tétro. Ça m'est déjà arrivé, alors certains d'entre vous, ça y aurait peut-être déjà arrivé aussi. Ce moteur-là, on peut y mettre des ressorts courts aussi, si on veut. Alors, je sais même pas si j'en ai là, des ressorts courts. On peut mettre les ressorts courts parce qu'il a les pattes de fixation. C'est pas une obligation, hein. Après c'est mieux, quoi. Donc là, ça va pas se sauver, je pense. Hein. Donc voilà, on a l'ensemble déjà monté, ici. Ça permet déjà de faire un peu le taf correctement. En dehors du véhicule, c'est plus pratique de préparer ses moteurs avant. On profite évidemment, une fois le moteur est démonté, pour mettre le petit coup de pinceau qui va bien sur l'auto. Ça permet de jeter un petit coup d'œil, comme il n'y a pas le moteur, c'est sympa. Ça permet de voir un petit peu mieux les choses. Voilà. Donc là, je peux le glisser discrètement dedans. Alors ce moteur-là est un tout petit peu plus fort que l'autre. Il est un peu serré. Parce que sur ces voitures-là, les cales, elles sont fixes au châssis. Et elles sont mobiles. Elles sont un peu mobiles en orientation après. Alors là, je ne sais pas si j'ai pas une super idée. Parce que la culasse est un peu plus grosse comme ça. Après, pour aller mettre les vis, c'est un petit peu plus... un peu plus casse-pied. Alors, je sais pas si je suis en face des trous, j'ai pas l'impression. J'ai pas trop l'impression d'être au bon endroit. J'espère que je pourrai juste le monter dessus parce que du coup, je crois qu'il n'a jamais été sur ces cales là, celui-là.
Alors du coup mon ressort, là, il me casse un peu les pieds pour le coup. Il m'emmerde un petit peu. Ah, j'avoue que c'est pas le côté le plus facile à faire. Alors est-ce que ça visse ou pas? Je vais voir. Alors là, ça a l'air de visser. Normalement les côtes d'empattement c'est standard. Hein. Normalement il ne doit pas y avoir de difficulté. Parce que tous les deux 1 ont ont la même cote d'empattement. Normalement. Je dis pas de bêtises, mais on va aller remettre les vis. J'avoue que c'est le truc un peu chiant quand même. Après le ressort là, c'est vrai qu'il est un peu pénalisant. Alors, elle est où ma vis? Il est où la vis? Il est où le trou-trou? C'est pas super pratique mon histoire là. On peut enlever les cales, hein, c'est pas gênant. Hein. Normalement je fais comme ça, j'ai rarement de problème. Rarement autant de problèmes. Alors celle-là elle y est. Alors je les serre pas à fond tout de suite. Parce que comme les cales, on règle pas sur les cales. Ouais, parce que là j'ai le bord de la platine qui me casse les pieds. Allez, va dedans petite vis. J'ai le bord de la platine qui appuie un peu dessus là. L'idéal, ce qui est bien, c'est d'avoir des clés. Voilà. C'est d'avoir des clés comme j'en ai, je crois. Elles sont pas mal. C'est des clés pour aller dans les angles. Alors, logiquement, sur ces moteurs-là, ça se règle quasiment tout seul. Alors, je vais resserrer les vis de cale, parce que j'avais desserré les vis de cale, parce que j'en avais une qui était foirée, donc j'ai profité pour la changer. Bon, ça va, c'est accessible. Hein. C'est bien accessible, c'est déjà le principal. Pas accessible entre guillemets, mais c'est accessible. Ah, celles-là, elles sont serrées. Alors, on vérifie l'entre-dents. Ça, c'est très très important. Il faut pas que ça chante, il faut pas que ça flotte de trop. Ah, je dirais que là, c'est bien. Hein. C'est même presque mieux que l'autre moteur. Maintenant, je vais pouvoir serrer mon moteur. Alors, des fois, quand on le serre, ça bouge un peu. Et là, il y a trop. Là, il y a un peu trop. On va le pousser. Pas qu'il y ait de trop non plus, parce que... Ouais, carrément un arbre, là. Carrément. Alors, on va le pousser. C'est bizarre que j'ai eu le temps de... C'est un peu mal foutu leur truc, parce que c'est des cales pivotantes. Mais elle pivote pas tant que ça, je trouve. Je trouve qu'elle pivote pas tant que ça dans ces cales. Ah, ça me plaît pas tellement. Hein. J'essaie de redesserrer les cales. En fait, elles sont sur pivot, mais c'est light. Je trouve que c'est pas, il n'y a pas beaucoup d'amplitude. Si on veut changer de rapport, par exemple. On n'a quand même pas tant d'amplitude que ça, quoi. Je pense qu'on joue pas beaucoup avec la transmis, quoi. Ah, c'est le plus emmerdant. Arriver à les régler. On peut pousser un peu sur le volant, comme ça. Moi, je fais un peu pivot. Hop. Alors, on va le tenir. On va déjà serrer le moteur. Qu'il se mette bien à sa place. Après, quand on le démonte, je démonte toute la cale, comme ça je m'emmerde pas. Ça bouge plus, quoi. Le réglage est fait, il est fait, quoi. Si on ne change pas de moteur, normalement ça bouge pas, quoi. On serre bien, mais pas non plus
comme des bourrins, hein, ça reste quand même de l'alu, quoi. Bon, je sais bien qu'on ne les démonte pas tous les jours non plus, mais voilà, je vais resserrer les cales extérieures. D'habitude, c'est réglable sous châssis, hein, vous savez, c'est une vis, c'est oblong. C'est réglable sous châssis. Et puis basta, quoi. Alors, t'es où, toi? Hop. Elle est là. Voilà. Hop là. Perfect. J'aime bien quand c'est parfait comme ça. On remet la tringle de gaz. Voilà. Donc ne pas oublier chaque fois de régler complètement parce que pour le coup ça change. Évidemment vous n'avez pas le même carburateur. Donc forcément ça change, quoi. On va le faire de suite. Alors remettre le pot déjà, ça évitera d'oublier. On met le pot dans sa petite tringlunette. Hop. Là on peut mettre un peu de loctite, mais bon, ça dépend. S'il a tendance à se balader, on peut mettre un peu de loctite. S'il ne bouge pas, pas forcément une obligation. J'ai l'impression d'ailleurs qu'il est un peu bizarre. Non. C'est un vieux pot aussi, ça. Hein, c'est un pot Orion. Alors ça, c'est la ligne qui était avec le petit moteur Orion que je vous ai déjà montré. La courroie latérale, alors là on a un tendeur, je vais le resserrer parce que je l'avais desserré tout à l'heure pour accéder à la vis de cale. Parce qu'en fait il pose dessus, quoi, du coup. Voilà, le tendeur. On va remettre la courroie. Là j'en profite aussi pour contrôler les poulies, qu'il n'y ait pas plein de merde dedans. On passe sous le tendeur. On fait tourner le truc. Elle y est. Voilà, c'est pas mal. Donc là on est déjà pas mal. Maintenant on va régler le boisseau. Alors forcément ça va pas être bon. Alors faut que je prenne ma radio. Ça sera mieux. Je vais ranger à sa place. Ça, j'en ai pas besoin. Je suis là. Alors, on va se mettre sur le bon modèle. Parce que là, je suis sur la Colt. Alors, modèle. Ici. Select. Elle est où? Elle est en bas. Quelle est chiante cette machine. NT1. Voilà, donc là on va mettre sous tension et forcément ça va pas être bon du tout. Donc j'ai pas envie de changer en fin de compte ça, la tringle, parce que ce que je fais, moi je règle juste là, je règle la butée déjà dans un premier temps. Parce que le carbu là il est un tout petit peu plus long, donc je remets la butée à sa place. Voilà. Et forcément, on ouvre doucement. Bon, c'est pas si mal. C'est pas si mal. La course, de toute façon, c'est les mêmes courses que les... Voilà, c'est bon, ça ouvre. Ça ouvre grand. Nickel. Voilà, pas oublier de refaire sa tringlerie. Parce que forcément, d'un moteur à l'autre, c'est pas pareil. On peut essayer de toucher un peu le frein aussi. Le frein était pas trop mal, hein, de toute façon. Le frein était bien. C'est bon. Ça c'est bien. Voilà, surtout pas oublier de reprendre sa tringlerie, comme je disais, parce que d'un moteur à l'autre, ça change. Même si on change le cerveau, hein, les cerveaux ne sont pas... Normalement, c'est pareil. À peu de choses près, ça tombe à peu près pareil, mais on ne sait jamais. Bien toujours vérifier. Il ne faut pas que ça force, jamais. Ça, c'est la règle absolue.
faut que ça fonctionne naturellement. Hein. Si ça force, c'est pas bon. S'il y a un point dur, c'est pas bon. Il faut que le neutre revienne naturellement. Hein, faut pas que ça revienne par à-coup ou je sais pas trop. Il faut que ça rentre dedans, ce serait bien. Merci. Il faut pas que la tringlerie revienne par à-coup, quoi. Il faut pas que ça soit dur, qu'il y ait de points durs. L'idéal pour pas être embêté avec ça, c'est vraiment toujours d'essayer d'aligner les choses ensemble. Hein, que ça soit bien aligné. Qu'il n'y ait pas trop d'efforts de coude ou sur les renvois, quoi. C'est pareil, n'hésitez pas à changer la chape si elle vous semble un peu lâche sur la petite boule de carburateur. Pas hésiter à en mettre une neuve, quoi, parce que si elle se barre, c'est pas bon, quoi. Sur un choc ou quoi que ce soit, si elle se fait la malle, vous allez être emmerdé, quoi. Le moteur, il va mettre gaz. Alors vous mettez un petit élastique ou un truc dans le genre. Mais c'est pas mal de... Il faut vraiment que ça fonctionne librement, quoi. Hein. Comme ça, il faut vraiment que ça marche tout seul, quoi. Mon carbu, j'aurais pu le tourner même un petit peu plus. Mais maintenant, je crois que je l'ai un peu dans l'os. Pour aller là derrière, il n'y a vraiment pas de place, quoi, pour aller récupérer la vis. Donc on va laisser comme ça. De toute façon, ça gêne pas. C'est correct, il est droit. Hein, mais... voilà. Éviter les trucs qui frottent. Voilà, vous voyez, après la tringlerie, quoi. Faut que ça soit vraiment libre, quoi. Faut que ça fonctionne tout seul, quoi. Pas être emmerdé. Ça c'est vraiment important. Hein. Même pour la direction, hein. Quand la direction, faut que tout soit libre. Tout ce qui est commande radio, en fin de compte, il faut que ça fonctionne librement. Faut pas qu'il y ait de points durs. la première vérif, dans le doute. Vous déconnectez le cerveau, en fin de compte, vous déconnectez le cerveau du save-cerveau. Et déjà, vos roues, il faut qu'elles tournent vraiment librement, quoi. Il faut que vous ayez vraiment aucun point dur, que ça soit libre. Après, vous pouvez le reconnecter et que votre tringle soit le plus droit possible, quoi. Donc, j'ai vu aussi par rapport au palonnier. En Alsace, ils appellent ça la corne, mais chez nous, c'est un palonnier. Le palonnier de cerveau, donc c'est le petit renvoi hein, qui est sur le cerveau. Je vais tourner dans l'autre sens, vous verrez mieux. Parce que moi, je pense toujours pour moi. Mais donc, cette pièce-là, il y en a, ils disent, plus on est loin, plus on a de couple, blablabla. En fait, non. Il faut bien penser que plus on est proche de l'axe, plus le couple va être élevé, donc plus que le cerveau aura de force, mais il aura moins de débattement. De même, quand on est à l'opposé, au plus loin, le palonnier, il n'y a pas de restriction, hein, il peut être très très long, hein, on s'en fout. Quand on est au plus loin, du coup, le cerveau a moins de couple, parce qu'il faut qu'il force plus, mais on a plus de débattement. Voilà. Souvent, le débattement, en fin de compte, on n'utilise pas toute la totalité du cerveau. Souvent, on n'utilise pas, surtout au gaz, hein, en plus, sur un gaz frein, on n'utilise vraiment pas la totalité de ce que peut faire le cerveau. Et dans la mesure du possible, voilà, par exemple, ma commande là, de frein, j'aurais pu la passer à côté ici, j'aurais pu un peu plus de couple. Même si le cerveau est assez costaud, c'est pas le problème. Mais quand on dit, alors c'est pareil, ça c'est des trucs. Quand on dit que vous achetez un cerveau qui fait 20 kilos, alors c'est pas le cerveau qui fait 20 kilos, comme je l'ai déjà entendu, hein, il fait pas 20 kilos, heureusement pour lui d'ailleurs, parce que je n'explique pas la bagnole, traînerait par terre. C'est théoriquement la charge qui peut tirer. Alors, c'est pareil, ça, on n'a pas d'infos plus que ça. Moi, je vous défie de prendre un cerveau de 20 kg, puis de mettre un câble là au bout du palonnier, avec un poids de 20 kg au bout. Hein, vous fixez le cerveau, j'en sais rien, vous fixez le cerveau en hauteur ou au bord d'une table, là, vous mettez un poids de 20 kg au bout, et vous allez voir s'il va le soulever. Je crois pas, hein. Moi j'ai déjà fait des essais, ça n'a jamais marché, quoi. Parce que le fabricant, alors si vous le prenez vraiment au plus près de l'axe, normalement, oui. Mais si vous le prenez en extrémité de palonnier, si vous le prenez en extrémité de palonnier, vous ne soulèverez pas 20 kg. Hein. Ça, je vous garantis, je vous défie de faire l'essai. Ça ne marche pas tout à fait comme ça, en fin de compte. Les données constructeurs, c'est comme les consommations automobiles. C'est fait dans des conditions... alors déjà, on ne sait pas sous quelle tension c'est fait. On sait qu'il fait... Alors souvent, c'est marqué dans la notice, autant pour moi. Mais souvent, on dit que, par exemple, sous 6 volts, il fait 15 kg, et que sous 7 volts 4, il fait 18 kg, par exemple.
et le temps, en fin de compte, de réaction, et il va avec ça. Hein. Plus le cerveau est alimenté, plus il va aller vite. Après, par exemple, si vous roulez en 2S en 7 volts 4, ça sert à rien de les mettre à 7 volts 4. Vous n'aurez jamais 7 volts 4. Parce que la batterie, elle ne tient pas 7 volts 4, elle va s'écrouler. Donc vous serez plus proche de 6 volts au final, et avec un risque que le cerveau soit en fin de compte moins performant parce que la tension n'est pas suffisante. Donc ça sert à rien en 2S de les mettre à 7 volts 4. Pour du 2S, mettez à 6 volts, c'est largement suffisant. Par contre, en 3S, oui, on peut mettre 7 volts 4 pour le cerveau. Parce qu'il arrivera à rester à cette tension-là, quoi. Sans compter qu'il y a quand même de l'électronique dans un cerveau, il y a quand même un ampli, hein, parce qu'il y a un moteur, un potentiomètre, une cascade de pignon pour la démultiplication, et un amplificateur, en fait, de signal, quoi. Avec un transistor MOSFET, qui lui pour la puissance. Voilà. Et que cette pièce-là, en fin de compte, c'est quasiment pas la pièce la plus délicate, mais elle chauffe. Hein. Il y a des cerveaux, s'ils sont par exemple, si c'est un 6 volts que vous le mettez à 7,4, il va chauffer quand même, il va cramer de toute façon à la longue. Donc c'est pas conseillé. En général, restez à 6 volts. De toute façon, pour tout ce qui est loisir et tout, 6 volts, c'est suffisant. En compète, oui, il faut un cerveau IP le plus rapide du monde, mais la plupart du temps, moi, je veux dire, ça n'a aucun intérêt vraiment. Après, et en plus, à vérifier qu'il soit fait pour, hein, c'est ce que je vous dis. Il faut qu'un cerveau qui tourne à 7 ou 8, il soit fait pour ça. Mais il faut une batterie, il faut un S d'écart, en fin de compte, entre le cerveau et la tension, quoi. Il faut qu'il y ait un S d'écart pour qu'il tienne. Je vous dis, une batterie à 7,4, elle va tenir peut-être un petit peu au début, mais après, de toute façon, vous n'aurez plus 7,4. Donc, ça va créer, en fin de compte, un cerveau qui ne va pas être constant, surtout sur votre run, quoi. Il risque d'être très rapide au début, puis moins rapide après. Autant le laisser en 6 volts, puis il marche toujours pareil, comme ça, vous n'êtes pas perturbé. Voilà, enfin, c'est que mon avis, hein. Après, moi, c'est ce que j'ai constaté hein, sur les essais. Donc, voilà pour les palonniers et un peu le pourquoi du comment. Donc, il est utile de se mettre loin quand on a besoin de beaucoup de courses, hein, évidemment. Si on a besoin de beaucoup de courses, on va se mettre au plus loin, évidemment, voire même encore plus loin, hein, parce que j'ai déjà fait des rallonges de palonniers, surtout en avion, quand on avait besoin pour les dérives derrière. Mais à savoir qu'on perd beaucoup de couple sur le cerveau, quoi. Il a plus de mal, quoi. Après, trop près, c'est compliqué après pour gérer, parce que vous allez avoir, le cerveau, il va être costaud, mais enfin, il va se rapprocher vraiment de ce qu'il peut donner. Mais du coup, il va falloir beaucoup de mouvements pour faire la même chose. Donc, c'est pas forcément intéressant non plus, quoi, sauf vraiment cas spécifiques. Donc, en fin de compte, les palonniers qui sont souvent fournis avec la voiture sont très bien. Essayez d'avoir un angle le plus droit possible, parce que, en fin de compte, si c'est trop, si la biellette elle a trop d'angle, c'est forcément un angle que vous allez retrouver après, quoi. Le plus droit possible, ça va être plus linéaire, quoi, plus constant. Mais c'est pas toujours possible, je sais que c'est pas toujours facile. Bon, faites au mieux, quoi. Et puis les cerveaux, ben voilà, ça après, c'est un peu l'expérience de chacun. Hein. Il y en a qui vont dire, ouais, ils sont géniaux. D'autres, il va dire, c'est vraiment de la merde. Moi, j'ai eu des cerveaux AliExpress, par exemple, bon, parce que je les avais achetés sur AliExpress, que j'aurais dû payer une vingtaine d'euros peut-être. J'en ai encore un là sur la VCS. Là. C'est une catastrophe, hein, le cerveau. Quand il était froid, je réglais le neutre, il allait tout bien, et dès qu'il était chaud, le neutre se décalait, quoi. Et des fois, il avait même un neutre variable, même. C'était pas toujours constant. Ça dépend. Fallait faire chauffer avant, en fait. Hein. Allez me dire peut-être qu'il était défectueux, mais bon, c'était sur 2-3 appareils. Donc, je pensais que cette série-là, dont je tairai le nom, puisque je vais pas faire de délation, mais voilà, dans les cerveaux, il y a à boire et à manger, quoi. Je pense quand même qu'il y a une différence entre un cerveau à 10 balles et puis un cerveau à 120 balles, quoi. Et je ne dis pas d'acheter des cerveaux à 120 balles, attention. Je dis juste que, voilà. Les cascades de pignons, c'est pareil. Il y a des pignons titane. Alors, pareil, ça n'a aucun intérêt. Le titane, en fin de compte, c'est pas moins solide. C'est juste plus léger. Alors, ça fait des cerveaux plus légers. Pareil, c'est réservé à la haute compétition. Un cerveau métallique. Je pense qu'il est raisonnable aujourd'hui de ne plus acheter de cerveau plastique. Parce que c'était bien dans le temps. Moi, dans le temps, on avait des cerveaux plastiques. Mais qu'est-ce qu'on en a pété, quoi. Le moindre choc, les dents, elles volent, quoi. Après, ils ont fait des cerveaux métalliques. Mais avec le pignon fusible, le plus petit pignon, là, celui tout plat, celui qui est le plus près du moteur, c'est un pignon plastique, qui servait en fin de compte de pignon fusible. Si jamais on forçait vraiment, pour pas esquinter le moteur,
ils mettaient un pignon plastique. Ça, je crois que ça se fait encore. Hein. Je ne saurais pas dire. Sur les SRT, par exemple, je ne sais pas dire. Les Power HD non plus. Il faudrait que j'en démonte un. Je ne les ai pas démontés encore. Mais pour voir s'ils sont full métal ou s'il y a quand même un cerveau fusible, un pignon fusible. C'est plus facile de changer un pignon fusible, ça coûte pas cher hein, en général, que de changer tout le cerveau, quoi. Après, il dure assez longtemps, je trouve qu'il y a moins de problèmes que dans le temps. Je dis, dans le temps, on arrive à en cramer, mais bon, c'est des cerveaux, c'est quoi, 3 kilos, 4 kilos, quoi, de couple. Alors imaginez, quand il était au bout du palonnier, il ne devait pas rester grand-chose. Hein. Et ça tournait pas vite, hein, c'était lent. Hein. Fallait penser à tourner avant de tourner. C'était un autre monde. Aujourd'hui, c'est vachement bien, quoi. Donc voilà, donc le moteur est monté, je vais remettre un filtre à air, il faut que je remette un propre, de préférence. Donc on le fera tourner cette semaine, parce que c'est vrai que c'est un moteur que j'avais acheté. Je saute un peu du coq à l'âne, hein, je ne vous cache pas. C'est un moteur, donc je vous avais expliqué, hein, que j'avais acheté en Italie, tout ça. Mais je l'avais rodé et pas vraiment roulé, en fin de compte. Donc là, j'ai plus le temps de m'en occuper et puis de le rouler, quoi. Hein. J'ai remonté un petit peu le châssis parce qu'elle était un petit peu basse, comme les pneus sont quand même encore en bon état. Je me dis que quand ils vont descendre et ils vont se rapprocher de la jante, le châssis va traîner par terre. Donc je l'expliquais, souvent j'attends que les pneus soient bien bouffés et après je règle un peu mon châssis pour éviter de trop le bouffer le châssis parce que le châssis rayé, alors il y a des gens que ça gêne pas de limer, hein, mais moi j'aime pas trop. J'aime pas trop limer mes châssis. Donc là on l'a roulé la semaine dernière, ouais, je sais même plus. Donc moi ce que je fais, tiens un petit truc vite fait. Je vais vous montrer comment je nettoie un petit peu mes plastiques vite fait. Je prends un peu de VD40, je mets une petite giclette comme ça sur la table ou dans un petit truc. Je prends ma brosse à dents, je la trempote un petit coup dedans et puis je passe un petit coup partout comme ça. Voilà, je passe un petit coup dans mes triangles avec la brosse à dents. Ça permet qu'il soit, ça enlève déjà bien la crasse, je trouve. Ça enlève bien la crasse et puis ils sont tout noirs. Alors je sais que le VD40, il y en a qui n'aiment pas parce que ça esquinte les plastiques et tout. Et peut-être en grosse quantité, mais là vraiment c'est du nettoyage de surface. Je veux dire, il y a quand même peu de chances que... Enfin, j'ai jamais eu de problème de plastique qui pète à cause du VD40, hein. Honnêtement. J'ai jamais eu de problème particulier, quoi. Peut-être de la chance, hein, je sais pas. Hein, ça va bien pour les pots aussi. Tartiner le VD40 sur le pot ou sur l'alu, et après avec une petite brosse et un truc, ça enlève bien la crasse, quoi. Pareil, mes pots, il faudrait que je m'en occupe comme il faut. Voilà, vous voyez, ça donne un petit aspect brillant, satiné, propre. Moi, j'aime bien. On va mettre un petit coup partout, comme ça. Ça laisse une petite pellicule dessus. Ça attire pas la poussière spécialement. J'ai plus de problème avec ça. Voilà, ça permet de nettoyer son véhicule sans le démonter. Moi, je les démonte. L'entretien, je les démonte une fois par an, à peu près. Une fois par an, je vais vraiment déshabiller la voiture, démonter les diffs, faire mon entretien diff, etc. Mais pas plus qu'une fois par an. Après, voilà, selon la cadence de roulage, on peut le faire, je pense, plus souvent. Selon les besoins. Mais, je veux dire, on a quand même des graisses silicone aujourd'hui qui sont de qualité, qui se tiennent bien. Pas trop d'usure au niveau des diffs. Enfin, c'est correct, quoi, je veux dire, c'est plus la merdouille d'aluminium tout mou qu'on avait avant, où les diffs, il fallait quasiment les faire à chaque sortie, hein, parce que c'était la cata. Après, moi, quand j'étais jeune, on mettait de la graisse, la pauvre graisse marron, la graisse mécanique, quoi, on n'avait pas les moyens d'acheter des tubes de graisse silicone qui valaient, pour nous, à l'époque, qui valaient cher. On faisait avec ce qu'on avait, hein. Et ça, c'était avant. C'était un temps révolu, c'est un temps révolu. Voilà, donc on verra ce petit moteur. Après, j'aime bien, il est vraiment une bonne bouille. Il est sympa, la culasse, c'est quand même un beau petit radiateur, là, quand même. De souvenir, il marchait bien. C'était pas un foudre de guerre, mais il marchait bien. Après, sur cette voiture-là, on verra s'il est plus... la transmission n'est pas tout à fait la même que sur l'autre. Là, il me semble que je tire un peu plus court que sur l'autre.
il sera peut-être mieux, il pourra peut-être s'exprimer un peu mieux, on verra. Bon, puis je l'avais réglé vite fait, bon, je m'étais pas trop acharné dessus. Là, on va essayer de le faire rouler un peu, quoi. Et puis voilà, dans les grandes lignes. Autrement, elle est bien. Vous avez vu, elle roule bien. Elle est correcte, elle est stable. Le train arrière est bien rivé. Quand on met gâchette, ça. Ah, je pense qu'elle a un bon rapport de transmission aussi entre l'avant et l'arrière. Je pense que c'est bien aussi. Et que le diff à l'avant, franchement, cette voiture, elle va bien. J'ai la roue libre devant, mais c'est moins bon, je trouve. Je trouve qu'elle est un peu moins bien. Elle est mieux avec le diff. Voilà. Ça l'ai essayé, bon, c'est une façon d'essayer. C'est déjà pas évident de trouver une roue libre, mais j'étais tombé dessus par hasard. Ça aurait été con de ne pas l'essayer, quoi. Et là, on peut mettre du frein, du coup, puisqu'on freine sur les 4 roues, donc c'est aussi plus sympa. Donc voilà, donc on essaiera ça. Demain, je reçois un truc pour le VS2, donc on fera ça ensemble aussi. Une petite modif que je voulais faire depuis longtemps, et qui plus par curiosité que par besoin. Mais bon, je vous dis pas quoi. On verra, j'attends de recevoir la pièce demain, et puis on travaillera le truc, je vous montrerai. Donc vous verrez aussi, vous avez vu avant, on verra l'après. C'est des fois intéressant de savoir, avant d'acheter des trucs pour rien. Mais c'est pas perdu pour le coup. Donc c'est bien comme ça. Donc voilà, le montage du Boss SM12 sur la petite brouette là. Alors celui-là, ben, il a tourné un petit peu. Il a tourné un petit peu, pas trop mal, je pensais pas. Mais je trouve qu'il était pas si mauvais que ça. Le piston est propre, la chemise n'a pas l'air d'avoir, quoique, pas terrible cette chemise quand même. Mais bon, ouais, bon, ça ira, de toute façon, voilà. Je vous ai dit, c'est un moteur qu'on va finir doucement, hein, je vais le nettoyer un coup et puis le remiser pour l'instant. Mais c'est pas mal. Il marche quand même bien, quoi, il a quand même pas mal de jus encore. Je pense que ça contenterait pas mal de personnes. C'est vrai que c'est du cruciforme. Celui-là, c'est du cruci. Du cruci. Cruciforme. Avec le bouchon, je tiens un œil. Non, non plus. On va y aller plus gros. On va y aller plus gros, c'est du cruciplat. C'est ce que c'est que du cruciplat, c'est une vis cruciforme et une tête plate en même temps. Voilà. De toute façon, je vais pas faire comme l'autre, je vais pas le remiser comme ça. Si celui-là il va, de toute façon je vais finir celui-là cette année, là, tranquille. Enfin finir, je vais tourner avec celui-là cette année. Je vais pas le redémonter. Quand même pas changer les moteurs toutes les 5 minutes non plus, même si j'aime bien. Ça va mettre un peu raisonnable. Après, il y en a un qui est plus neuf que l'autre, donc autant laisser un peu les anciens se reposer. Un petit peu de temps en temps. Hop, le bouchon. Ah, il est bien propre en tout cas. Ah, il est nickel de chez nickel. Il est très très propre. Ah, il est très très propre. Donc je vais pas me casser la tête. Il y a de l'huile. Je vais y en remettre un petit peu. Et puis voilà. Oh, c'est des bons petits machins. Pourtant, des petits moteurs comme ça, hein. C'est vrai que dans le temps, ils n'étaient pas réputés très, très solides. Ils avaient une durée de vie qui était soi-disant assez éphémère, mais en course, c'est pareil, quoi. En mode compète, je peux comprendre, quoi. Mais nous autres, vous voyez bien, pas dire qu'on martyrise non plus, donc je vais pas trop me casser, il est propre. Je vais y mettre de l'afterrun dedans. Et puis c'est tout. Donc le carburant là, que je vous ai présenté, il est bien. Alors effectivement, il a à mon avis plus d'huile d'origine. C'est pour ça que ça fume beaucoup plus. Et ça, par exemple, il y a des carburants genre le Labema. Pour ceux qui connaissent le Labema, c'est les bidons jaunes. Ça, c'est un très 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 bon carburant. Alors si vous trouvez du Labema, allez-y, mangez-en, parce que ça, c'est du très très bon carburant. Là,
là-dessus, il n'y a aucun problème. Dans le temps, on avait le Tornado, c'est des petits bidons métalliques orange. Après, ils ont changé un peu de chimie, j'ai l'impression. Il était un peu moins bien. Mais le lave-mains est très très bon. Voilà, on n'en trouve pas partout. Hein, c'est un carburant voiture, hein, parce qu'ils font pour avion, ils font toutes sortes d'équipements pour, ce type de carburant. Il est décliné en plusieurs versions. Mais c'est le M16, hein, je crois de mémoire. Franchement, ça c'est le top. Celui-là a l'air bien, il a l'air beaucoup plus gras que l'autre. Donc, pour revenir sur mes histoires de ricin, parce que ça a l'air d'avoir intéressé un peu les gens aussi, un carburant qui a suffisamment d'huile, je rajoute pas de ricin, c'est pas utile. S'il est déjà suffisamment gras, certains carburants, alors celui-là je me suis penché sur le truc, c'est qu'il a les deux, il a synthèse et ricin. La synthèse, l'avantage de la synthèse, c'est qu'elle n'encrasse pas les moteurs, le ricin si. Vous avez vu, quand on a démonté le petit boss, il y avait du jaune que j'ai sorti au coton-tige, donc je ne vous avais pas expliqué un peu le pourquoi du comment. Mais ce dépôt jaunâtre là, comme ça, là, un peu épais, en fin de compte, c'est l'huile de ricin. Parce que ce moteur-là, quand je l'avais rodé et que je l'avais fait tourner, j'avais tourné quasiment qu'au ricin, il n'y avait pas de synthèse. Donc le ricin a cet inconvénient d'encrasser plus les moteurs et de faire plus de dépôts. Et je me rappelle en 4 temps, sur les moteurs 4 temps, des fois il fallait démonter parce que les soupapes elles étaient complètement collées, quoi. Ces moteurs ne démarraient même plus, quoi. C'est un très bon lubrifiant là-dessus, aucun doute, mais il encrasse un peu plus. Pour ça, il ne faut pas en mettre beaucoup. Et certains carburants du commerce sont vraiment assez pauvres en huile. Ils ont une dizaine de pourcents, je pense, 12-13% max. Et pour moi, c'est pas suffisant. Ça va, mais c'est pas dangereux, mais c'est pas suffisant. C'est pour ça que je rajoute un peu de ricin dedans, mais c'est pas systématique. Voilà. Si le carburant a déjà suffisamment d'huile, c'est pas la peine d'en remettre, hein, ça risque rien. Voilà pour la petite note en aparté au sujet du ricin. Donc voilà, bah, je vais finir de remonter ça tranquillement, je vais remettre un filtre à air propre, et puis on essaiera ça dans la semaine. Ok, allez, passez un bon dimanche, et puis à la prochaine. Bye bye.